vois le voile qui s'efface. Je me retrouve en position d'accouchement. Le bébé vient de me donner un coup de pied horrible. Il m'a brisé une côte. Je demande à mon guide qu'est devenu cet enfant. Et mon guide me répond, tu veux vraiment savoir ce qu'est devenu le petit Guillotin? D'un côté, beaucoup de spiritualité, puis de l'autre côté, beaucoup de violence, pas du tout d'amour, un contexte familial très lourd, très compliqué. Vous avez été responsable de sa mort à 3 reprises dans vos vies antérieures, et donc elle sait pas pourquoi, elle vous trouve bizarre, mais en tout cas, elle veut plus vous approcher. C'est comme si j'avais entendu mes guides venir me dire, ah bah quand même, te voilà, on va enfin pouvoir travailler. D'un seul coup, on se regarde toutes les deux, et on se dit, t'as entendu la petite cloche? Et on a clairement entendu toutes les deux le tintement d'une cloche. On saura jamais d'où ça venait. Je ressens les émotions de cette maman. Je sais instantanément que je ne l'aimerai jamais, cet enfant. C'est d'une violence inouïe. Je viens de donner naissance à un enfant, je jure que je ne l'aimerai jamais. Je sais que c'est pénible quand les créateurs demandent de s'abonner, mais depuis que j'ai commencé à le faire, la chaîne a commencé à grandir 10 fois plus vite. Si tu ne t'abonnes pas, YouTube ne te montrera probablement pas le prochain épisode. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, donc abonne-toi. Et je suis ravi d'accueillir dans l'émission aujourd'hui Anne Lucas. Anne, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci Rémi, merci de m'accueillir chez toi, sur ta chaîne. Écoute, ça me fait hyper plaisir de te recevoir. Tu m'as envoyé un petit message et j'ai vu que tu étais une des premières à avoir rejoint le collectif Point Zéro. Donc, c'est avec grand plaisir que je te reçois et que j'en apprends plus sur ton histoire qui est assez particulière et assez intéressante. Parce que si j'ai bien compris, tu as eu ton éveil spirituel qui a été assez brutal, on va pas se mentir, et qui est arrivé assez tardivement dans ta vie. Donc, je veux bien peut-être, avant qu'on se plonge justement dans ce qui s'est passé après cet éveil et puis tout ce qui s'est déroulé depuis, que tu nous plonges peut-être un petit peu sur comment était ta vie avant cette ouverture spirituelle? Est-ce que tu avais déjà une première connexion ou pas? Et puis après, assez rapidement, on passait sur quel a été ce point de bascule et qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ok, ça marche. Alors, je suis née dans les années 60. Le contexte est important pour la suite. Et je suis née dans une famille qui avait déjà une grande ouverture spirituelle. Mon père, en particulier, était très curieux de tout ce qui était ésotérique. Il lisait beaucoup de bouquins, il faisait de l'acupuncture, il faisait des tas de choses, du yoga, de la méditation. Et en parallèle, je suis née dans une famille, la même, les mêmes personnages, qui étaient très maltraitantes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout d'amour, on n'était pas du tout attendus. Je suis la 3e de la fratrie et déception ultime, encore une fille, alors que j'étais vraiment attendue du côté garçon. Mon prénom était décidé, c'était Stéphane, rien d'autre. Et puis, manque de bol, encore une grosse déception. Donc, Stéphane, Anne, allez hop. Bon, voilà, ça c'est pour le contexte familial. Donc, d'un côté, beaucoup de spiritualité, puis de l'autre côté, beaucoup de violence, pas du tout d'amour, un contexte familial très lourd, très compliqué. Bon, on grandit comme ça, avec quand même pas mal de torgnoles, ça a été très brutal. Je me sauve à 17 ans, n'en pouvant plus de ce contexte très lourd. Je me sauve très très loin. Donc on vivait dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. Je me sauve à Montpellier en suivant quelqu'un dont je ne sais rien ou pas grand-chose, et qui se révélera après être également très violente. Bref, je termine assez vite dans le bureau d'un juge pour enfants qui décide, après avoir appelé mon père, de ne pas me ramener chez mes parents et pour me protéger, de me mettre en foyer. Et ce qu'il faut surtout signaler, c'est que dans la maltraitance de l'enfance, il y a eu aussi la malnutrition, le rachitisme. Donc ma sœur et moi, ma 2e sœur et moi, on poussait de travers. Et un jour, notre oncle est venu à constater qu'on n'était pas nourris correctement. Il nous a extraits de cette famille pour nous mettre à l'hôpital. On est allé 2 ans à l'hôpital. Donc moi, j'y étais de 2 à 4 ans. Donc pas de parents pendant cette période-là, et tu redécouvres tes parents à 4 ans, parce qu'à cette époque-là, c'est pour ça que c'était important de te dire que j'étais née dans les années 60, les services sociaux, je crois qu'ils sont totalement inexistants, et quand tu bousilles un enfant, on te le prend, on te le répare, et puis on te le rend. Parce qu'il n'y a rien de tel que la famille, et que ce qui se passe derrière la porte d'entrée des gens, ça ne regarde personne. Donc on te rend à tes bourreaux. Voilà. Donc quand cette juge m'a mise dans un foyer, j'étais très contente d'être enfin protégée. Et puis ça m'a permis de passer mon bac, de grandir à peu près dans un cadre normal et de la bienveillance.
Et puis bon, j'arrive à la fac, la vie commence à s'installer, je commence à construire une existence à peu près normale. J'ai toujours quand même en tête les enseignements de spiritualité qui ont quand même laissé des traces, puisque je continue à lire des bouquins comme Tuesday l'Obs sans grand pas, Le Troisième Œil, Le Voyage astral, des choses comme ça. Je sais qu'il y a une vie après la mort, je sais qu'on se réincarne, c'est quand même des fondations qui seront solides pour l'avenir et qui me permettront de traverser quelques épreuves difficiles. Mmh. Mais à ce Je moment-là, tu n'as pas fait l'expérience personnelle. Donc, tu vois, on parle pas de voyage tellement, astral, par exemple. C'est quelque non. chose que tu comprends, mais pas encore vécu. C'est ça, voilà, que j'ai pas expérimenté. Je OK. sens que je suis capable de communiquer par la pensée. Je sens, voilà, il y a des petites choses comme ça. Mais très vite, ça commence à me faire peur. Je me dis que je maîtrise pas le truc, que c'est un outil qui est beaucoup trop gros pour moi, et je referme parce que ça me fait un peu flipper. Mmh. Donc à la fac, je fais du théâtre, des costumes de théâtre. J'adore ça. Je me régale, je me réalise vraiment là-dedans. Et puis très vite, malheureusement, comme je suis loin de ma famille, que je suis pas boursière, qu'il faut financer mes études, bah, je suis contrainte d'arrêter. Donc j'étais en psycho, j'étais en fac de psycho, comme beaucoup de gens qui essaient de comprendre pourquoi leurs douleurs, d'où ils viennent, etc. Mmh. Et puis, bah, je commence à travailler. Parce que voilà, le foyer ne subvient plus à mes besoins puisque je suis majeure. Et je rencontre un jour mon amoureux qui me dit: «Bon, bah, maintenant, il va falloir, trouver un vrai métier parce que le théâtre, la couture, les costumes, tout ça, c'est bien gentil, mais bon». Donc je me laisse un peu porter et j'atterris dans des fonctions, commerciales. J'ai la voiture de fonction, bref, un salaire plutôt sympa. On s'installe ensemble, les années passent, et à un moment, on fait un bébé. Et quand ce bébé arrive, je ne comprends pas d'où ça vient, mais je sens qu'à la fois, bien sûr, c'est un bonheur, ça fait c'est le bonheur de tout le monde d'avoir un bébé. Mais moi, je sens au fond de moi qu'il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas. J'ai très, très peur, en fait. Alors, au début, je l'analyse comme ça. Je me dis: «Ma mère n'a pas voulu ses enfants, elle les a pas aimés, elle les a pas du tout choyés. J'ai peur de reproduire». C'est un schéma Mmh. assez classique. Et puis finalement, je comprends toujours pas ce qui se passe, mais voilà, la grossesse est là, je dois l'accueillir. C'est un bonheur, je suis heureuse avec le papa, donc bon. Arrive l'échéance de l'accouchement, j'ai une peur panique. Je ne veux pas accoucher, c'est plus fort que moi. Je comprends toujours pas pourquoi. Je comprendrai, là, il y a pas longtemps. Heu et donc c'est une peur panique. Du coup, césarienne, le bébé arrive, OK, tout se passe bien. 2 ans plus tard, l'amoureux demande un deuxième bébé et là, c'est pas possible, c'est plus fort que moi. Je ne sais pas pourquoi toujours, mais au fond de moi, je sens que ça va pas être possible. C'est très compliqué. Du coup, bon, ça commence à détériorer un peu, la relation et quand notre enfant a 3 ans, bah, on se sépare. Donc bon, alors c'est des choses qui arrivent à tout le monde, hein. Entre-temps, je bosse, j'ai un métier plutôt sympa. Depuis l'arrivée du bébé, je me suis reconvertie, j'ai repris mes études pour ne plus être commerciale sur la route, pour me sédentariser, donc je fais des ressources humaines. J'ai fait ça pendant 15 ans, j'ai adoré ce métier parce que j'étais du côté un peu sexy des ressources humaines. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de recrutement, de la formation, des passerelles métiers, des choses hyper sympas, vraiment proches de l'humain, quoi. Je Mmh. construisais des parcours avec les gens. Et puis un jour, on a commencé à me demander de faire du disciplinaire et là, c'était moins rigolo. Bon, voilà, j'étais pas du tout alignée avec cette fonction-là. Mmh. Hem, Entre-temps, donc après la séparation, on avait déménagé où je vis encore actuellement et ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que 5 ans plus tard viendrait s'installer dans la rue d'à côté une petite famille avec un garçon et une fille et que mon fils, en grandissant, serait amoureux de cette fille. Et c'est là que quand tu as une vision un peu différente, on y reviendra plus loin, tu t'aperçois qu'avec le recul, tu te dis: «L'univers a mis ces 2 personnes-là pour qu'il y ait, tac, un impact et que cet impact aura une résonance incroyable sur ma vie et mes vies antérieures». Mais ça, je le savais pas à cette époque-là. Mmh. Donc cette famille s'installe, on ne se connaît pas, on se côtoie même pas et mais mon fils quand il part au lycée le matin, il voit cette jolie jeune fille brune, belle, magnifique et tout de suite son cœur fait boum boum, et quelques années plus tard, bah, il voilà, les choses se concrétisent et elle devient son amoureuse. Hem
Et ils s'installent ensemble, ils font un bébé. Entre-temps, moi, les ressources humaines, bon, ça m'a un peu, j'en suis un peu revenue. Et puis, me suis rappelé que j'avais un vrai métier dans les mains quand j'étais jeune, puisque je faisais de la couture. J'adorais la confection sur mesure, j'adorais la pédagogie. Donc, j'installe mon atelier de couture, puisqu'il a libéré sa chambre et qu'il est allé s'installer avec sa chérie. Je récupère la chambre et j'en fais mon atelier de couture. Et puis, je donne des cours et je m'aperçois que vraiment, ça, j'adore ça. Ça me réjouit. Enfin, je suis vraiment heureuse là-dedans. Et arrive 2020, donc je suis petit entrepreneur indépendant, et en 2020, bah, tout s'effondre comme pour tout le monde, hein. Et les enfants m'annoncent que la chérie est enceinte. Et donc, alors, je me réjouis, mais en même temps, je sens bien au fond de moi que un enfant, bah, ça revient à nouveau, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais je comprends toujours pas pourquoi. Je me force à me réjouir parce que c'est normal. Tout le monde doit se réjouir. Bon. Et puis, en plein milieu du Covid, bah, comme tous les entrepreneurs, on essaie de se réinventer, on essaie de construire des choses à droite à gauche pour se dire, bah, faut que je rebondisse. J'ai plus de chiffre d'affaires, il y a plus rien qui rentre. Qu'est-ce que je vais faire? Euh, et c'est là que le premier impact avec ma belle-fille a lieu, parce que je leur demande, comme la petite va arriver, enfin le bébé va arriver, je leur demande s'ils seraient pas d'accord pour m'inclure dans la liste de naissance, pour que je fabrique des choses, pour que les gens puissent offrir des cadeaux de naissance et que Hmm. ça fasse un petit tour, et que ça alimente un tout petit peu ma petite entreprise. Je demande ça quasiment en catimini et ça fait un scandale phénoménal. Quoi? Pourquoi? Comment? Bon, bref. S'ensuit une période atroce où je me dis: «Bon, j'ai merdé, ils veulent plus me voir, je comprends pas ce qui se passe. Mon fils ne comprend pas non plus». Enfin, ça a été une période très, très difficile, très compliquée. Hem Et puis le bébé arrive, les choses se tassent et progressivement ma relation se dégrade avec ma belle-fille, et je trouve que sa réaction à elle est disproportionnée. Mais encore une fois, j'ai pas les éléments pour comprendre au fond des choses pourquoi, ça se passe comme ça. Et puis bon, bref, on arrive l'année dernière, en 2025, et cette entreprise, elle a quasiment 10 ans. Ça fait 10 ans que je fais de la couture, de la confection sur mesure, des cours, et cetera, et que je me bats tous les mois pour arriver à faire un chiffre à peu près correct. J'arrive à payer mes charges, mais c'est toujours tout juste, et je considère que je vivote et qu'il y en a marre, quoi, de se débattre un peu dans le sable, dans les sables mouvants. Et à un moment, c'est comme si mentalement, je l'ai pas fait physiquement, mais c'est comme si mentalement, j'avais foutu un gros coup de pied dans le mur en disant: «Maintenant ça suffit, il y en a marre, je comprends pas, je veux comprendre». Et à cet instant précis, c'est comme si j'avais entendu mes guides venir me dire: «Ah bah, quand même, te voilà, on va enfin pouvoir travailler». Waouh! Et donc là, je ressors des bouquins que j'avais un peu remisés depuis quelques années, des bouquins de développement personnel dont je me moquais un peu Et à jusque-là. ce moment-là, c'était vraiment ta première expérience et interaction avec ces guides? Ou maintenant, avec le recul, tu te dis, il y a plein d'autres petits moments où en fait, il y aurait déjà eu des interactions, mais tu pas mis le label, guide dessus? Ouais, Et je pense que qu'est-ce c'est qui a surtout fait ça. que cette fois-là, tu l'as ressenti comme étant quelque chose de vraiment différent par rapport à toutes les autres fois? Alors effectivement, ouais, il y a eu des signes précédemment que j'ai pas voulu écouter parce que j'étais vraiment ancrée dans: «Il faut avancer, il faut gagner sa vie», et cetera. Hem Et là, je sens que le message est très fort, je l'entends quasiment, et dans les jours qui suivent, je reçois dans la nuit des messages, et donc là, ça devient vraiment très clair. C'est-à-dire que je reçois des enseignements, je reçois des instructions. Un matin, je me réveille avec, 3 messages. Le premier: «Va au salon du bien-être». J'ai jamais foutu les pieds dans ce genre d'endroit. Ça m'intéresse pas, je trouve que c'est peuplé de charlatans, enfin j'ai des idées préconçues là-dessus. Le deuxième message, c'est petite cloche, et le troisième message, c'est, une espèce de forme, arrondie, dorée, alors au début, je comprends pas ce que c'est, je pense que ça ressemble à une sorte de bijou, bon, je sais pas exactement l'identifier, ça viendra plus tard. Donc très random, quoi. Ouais. Et donc je prends tout de suite une inscription pour le prochain salon du bien-être. Alors c'est le salon Zen, à Paris. Et puis comme je sais que ma sœur est très férue de tous ces trucs-là et elle achète plein de bouquins de développement personnel, je sais pas trop ce qu'elle en fait, mais elle en a plein. Heu et donc je l'appelle, je lui dis: «Bah écoute, je te récupère Gare du Nord, si tu veux, on y va ensemble», et donc on passe la journée comme ça, c'était très sympathique. Hem
Et en arrivant, en cheminant dans les allées, à un moment, on arrive dans le secteur où il y a tous les médiums. Et puis on attend, tout le monde était occupé, on attend là. Et puis d'un seul coup, on se regarde toutes les deux. Et on se dit, t'as entendu la petite cloche? Et on a clairement entendu toutes les deux le tintement d'une cloche. On saura jamais d'où ça venait. Mais ma sœur me dit, bah, on est à côté de cette médium, ça doit être celle-ci. Donc on va attendre. Bon. La médium, dès qu'elle me voit arriver, me dit: «Oh, que d'énergie, oh là là!» Alors bon, tu peux te dire que c'est du Mmh. que que c'est du folklore et qu'elle dit ça à tout le monde, mais elle commence à enchaîner. J'étais même pas assise devant elle, qu'elle enchaîne. Elle me dit: «Alors dans 3 ans, vous serez installée comme magnétiseuse, vous ferez ceci, vous ferez cela, vous avez 3 personnes derrière vous qui veillent sur vous. Je crois que votre belle-sœur, votre belle-fille, elle a un problème avec vous, mais c'est normal. En fait, vous avez été responsable de sa mort à 3 reprises dans vos vies antérieures et donc elle sait pas pourquoi, elle vous trouve bizarre, mais en tout cas, elle veut plus vous approcher. Voilà. Donc bon. Et du coup, bah, ça me permet de Ça sent que d'ap tu lui avais donné 0 contexte et tu t'installes et elle te c'est balance tout ça. ça. Mmh. Exactement. Et donc elle m'a dit pas mal d'autres choses qui se sont révélées, qui se sont confirmées par la suite. Bon, je repars avec ça. On fait un tour dans le coin des bouquins, les éditions Très Daniel, enfin tout ça. Et puis j'avais vu déjà parce que j'ai pris conscience que mes guides mettaient quand même sur mon chemin depuis quelque temps des vidéos qui répondaient à mes questions, qui venaient m'apporter un enseignement sur la spiritualité, la vie après la mort, etc. Le choix de ses missions d'âme, le travail avec le guide, bon bref. Et donc je m'imprégnais vraiment de tout ça. Et puis sur mon chemin sont arrivées les premières vidéos sur le magnétisme. Et donc on va au rayon des bouquins et je cherche vraiment le gros bouquin qui traite du sujet et qui peut m'apprendre comment développer les soins énergétiques, mon propre magnétisme, et j'essaie de comprendre. Je tombe sur un bouquin, un gros bouquin blanc qui s'appelle Les pouvoirs extraordinaires de l'énergie. Bon, je repars avec, on finit notre tournée, on rentre à la maison, bref, super journée, j'étais contente d'avoir fait toutes ces découvertes. Et c'est 2-3 jours plus tard, en regardant ce bouquin que j'avais commencé à feuilleter, que je vois le jet de énergie doré et une espèce de petite truc qui brille à côté. Et je me dis: «Waouh, c'est ça le troisième signe». Donc Mmh. je suis arrivée pile sur le bouquin qui m'était destiné visiblement. Donc je commence à travailler ça, à faire des exercices tous les jours et puis je continue à recevoir, Et à ce moment-là, c'est une des questions que je me pose, tu vois? ouais, Les ouais, énergéticiens, magnétiseurs, je me dis: «C'est ouais, quoi l'élan qui leur dit: "Beh, peut-être que moi aussi je peux faire ça"?» Enfin, moi, je trouve le sujet ouais, intriguant et intéressant et je ouais. me dis: «Mais comment tu sais si c'est une faculté que tu as ou que tu as pas? Est-ce que c'est juste un appel naturel que tu as et que si tu l'as pas cet appel naturel, c'est que probablement c'est pas ta mission de vie et c'est pas ce que tu es Ouais, censé faire? Est-ce ouais. que si tu l'as, c'est que justement peut-être que tu as des facultés?» Comment Mmh. est-ce que toi tu comprends ça aujourd'hui? Bah, moi, si tu veux, à cet instant-là, ça a pris une résonance toute particulière avec ma propre vie parce que je de mes 2 années à l'hôpital quand j'étais bébé, j'en ai quand même, gardé une aversion très particulière pour le corps médical. Je dis pas que c'est, ce que je conseille, hein, pas du tout. C'est moi, quoi. Quand tu passes 2 années de ta vie étant bébé avec des médecins et des infirmières, que tu as le souvenir de la seringue d'anesthésie, que tu as appris à aller au pot dans le couloir d'un hôpital avec des gens qui passent tout le temps, enfin, c'est horrible, quoi. Quand on était gamin, comme notre père était mystique, un peu borderline et qu'il aimait bien les trucs vraiment parallèles, et qu'on n'a jamais vu un toubib de notre vie, heu, j voilà, je sais pas ce que c'est que de voir un médecin. J'ai Mmh. vu, mon premier médecin, je pense, quand j'ai été enceinte ou à peine, enfin, et donc j'en ai gardé de toute façon un rapport très hostile à la Mmh. médecine, et à chaque fois que j'ai été obligée, que j'ai pas eu le choix, ça s'est jamais bien passé. Et très vite, en fait, au cours de mon existence, bien avant mon éveil spirituel, j'ai toujours cherché, des méthodes parallèles. Alors effectivement, mon père faisait de l'acupuncture, il faisait aussi, un peu le chiropracteur, donc quand on avait le dos coincé, c'est lui qui nous manipulait, bon. Et je me suis dit que dans la littérature, on devait forcément trouver, des manuels qui t'expliquent comment te soigner toi-même. Donc j'ai toujours, regardé alors, la phytothérapie, je me suis intéressée au Dian Shan, la réflexologie faciale, et puis
tu sais, cette capacité que j'ai depuis toujours de faire des choses par la pensée, bah, je les ai expérimentées aussi sur moi. C'est-à-dire que quand j'ai mal quelque part, il suffit que je fasse 3 inspires, je me concentre, je calme le mental. Alors, je savais pas trop que ça se disait comme ça à l'époque, mais j'arrivais à calmer le mental et j'imaginais quelque chose qui chemine dans ton corps, un petit animal qui va, hop, 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 il chemine, il va sur ta douleur, il lèche l'organe qui a mal, il enroule sa queue autour de l'organe pour tu vois, le garder comme ça bien au chaud, Mmh. et hop, la douleur s'en va. Et j'ai toujours fait ça. Tu Est-ce vois, que je me tu suis crois que c'est aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est une faculté que tous les humains ont? C'est propre à l'humain, et certains vont plus le développer que d'autres ou non, effectivement, il y a des gens qui ont des capacités et d'autres qui en ont pas? mmh. Moi, je C'est quoi pense que ta compréhension aujourd'hui? tout le monde l'a, mais qu'il y a qu'un seul Usain Bolt, il y a qu'un seul Platini, tu vois? Tout le monde l'a, beaucoup de Ouais, gens n'en ont pas tout le monde peut jouer conscience. au basket, mais on va pas tous, Ouais. jouer à la NBA, quoi. Voilà, c'est ça. Mmh. Tout le monde peut pianoter sur un piano, mais c'est horrible à entendre, c'est de la torture auditive et il y a un Chopin. Voilà. OK. Bon, J'aimerais bien revenir peut-être sur tes guides. Je suis curieux de ouais. voir comment est-ce que ta relation avec eux donc quand tu parles du premier contact, ça c'était il y a combien de temps plus ou moins? C'était il y a 2 ans? Ah, eh ben, non, même pas. C'était en juillet dernier. C'est OK, hyper donc c'est récent. effectivement, j'ai pas menti Hy dans l'intro de la vidéo que l'éveil a été, récent Ouais, et assez fulgurant. ouais, ouais. Comment est-ce que ta relation avec eux ou ils, est-ce que c'est un guide, plusieurs guides, a évolué avec le temps? Comment est-ce qu'elle se matérialise aujourd'hui? Alors, je pense que, enfin, j'ai vraiment ressenti au tout début que mon père faisait partie de mes guides. Ce père qui m'avait tant maltraité, et il est décédé depuis 2013 et je sentais vraiment son énergie, sa présence, sa bienveillance, et en plus, il venait parfois la nuit. Il venait, il me prenait les mains comme ça, il me disait: «À partir de maintenant, tu vas faire de grandes choses». Waouh! Incroyable, on n'a jamais eu ce rapport, jamais. Mmh. Et puis petit à petit, les choses ont évolué. Alors parce que j'ai commencé à beaucoup méditer, je médite tous les jours. Et je m'aperçois que j'ai une capacité à voir énormément de choses et à entendre beaucoup en méditation. Enfin, ça provoque des moments, des rencontres, des enseignements absolument incroyables. Et donc je vois des figures apparaître. Alors ils sont soit 2, soit 3. Je vois pas forcément de visage, mais parce que maintenant je comprends que c'est parce que j'ai pas besoin de me rassurer avec les traits d'un visage humain, tu vois? Mmh. Et je pense que les guides le sentent ça. Si tu si tu es capable de te contenter d'une énergie, d'un ressenti dans le cœur, tu vois? De quelque chose d'extrêmement bienveillant, d'un amour immense, et ben, Mmh. tu pas besoin d'avoir les traits, Oui, du peut-être que visage. c'est plus proche aussi de ce qu'ils sont réellement. Moi, c'est Peut-être. une des difficultés que j'ai eues pendant longtemps, mon cerveau cartésien et c'est écouter toutes ces histoires, tu vois, de Ouais. médiumnité et cetera et j'avais beaucoup de mal avec l'idée de le défunt qui revient tel qu'il était exactement quand il était décédé Ouais, et je me dis: «Beh, je trouve ça bizarre d'imaginer des gens qui attendent un peu en stand-by de l'autre côté et ouais. qui viennent» et au fur et à mesure des discussions que j'ai avec mes invités, je comprends que, beh, c'est pas forcément proche de leur réalité et de leur apparence aujourd'hui, mais ils vont Mmh. prendre une forme pour entrer en résonance avec nous, pour nous Ouais, c'est rassurer, ça, pour, pour te qu'on rassurer, puisse ouais. avoir quelque chose auquel on peut se raccrocher. Parce que c'est Ouais, vrai que quand on dit, une ouais, énergie, ben, on est un peu en mode, «Je comprends pas trop ce que c'est» et cetera. ouais, C'est vite très ouais, abstrait. ouais, Mais du coup, peut-être qu'effectivement, si la personne avec laquelle ils interagissent en a pas besoin, bah, peut-être qu'ils mmh. gardent une forme qui est plus proche de leur forme actuelle Ouais, qui est, plutôt énergie, en plutôt fait. éthérique. Ouais, c'est ça. Énergie et Ouais, conscience. ouais, exactement. Quand tu dis: «Je suis en méditation et j'entends et je vois» et cetera, comment est-ce que tu arrives à faire la distinction entre ce qui fait partie de ton imaginaire ou ce qui fait partie de perception réelle? Parce que je Alors pose la question ouais, parce que je fais moi-même pas mal de méditation, j'ai fait pas ouais, mal de voyages chamaniques guidés sur YouTube et ouais, cetera. génial, ouais. Rencontrer ces guides, enfin voilà, Ouais, ouais. avec ce podcast, j'explore et je teste et Mmh. c'est vrai que je perçois des trucs, mais il y a toujours mon mental qui arrive, qui me dit: «Non, mais c'est toi qui imagines des trucs» Ouais. et probablement qu'il y a une partie qui est imaginée et j'ai du mal à faire la distinction de qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est imaginé. Comment est-ce que toi, tu Ouais, as réussi à naviguer cette idée au début? alors je pense qu'il faut partir du postulat que, heu, dès lors que tu as fait ton ancrage, que tu es connecté aux énergies, cosmiques et que tu ressens cette espèce de tu sais, une espèce de petit ouf, un petit rebond qui te dit que ça y est, tu es arrivé dans un monde subtil
où tu es complètement détaché des préoccupations terrestres. Euh, faut partir du postulat que le mental est endormi. Il est à côté de toi, il est pas mort, hein, il en a besoin, mais il est là, il se repose. C'est comme moi je l'imagine comme un petit singe qui se tourne en rond, tu sais, et qui se pose là. Puis le petit singe, une fois que tu as terminé, il vient sur ton épaule, il dit oh, tu te rends compte? Oui, Hmm. mais fais gaffe parce que quand même, voilà, ça c'est le mental. Et en méditation, moi je pars du principe qu'il n'existe plus, il dort. Mais c'est vrai que ça a été un travail assez long parce qu'au début, j'avais la même chose que toi, c'est-à-dire que je doutais. Le doute était encore un petit peu là et je me disais non mais c'est toi qui t'imagines, c'est pas possible. Hmm. Et puis au fur et à mesure, plus les messages des guides s'éclaircissent et plus eux-mêmes viennent te confirmer que c'est vraiment eux qui te parlent. Et puis il y a des enseignements, des images, quelque chose qui. Alors moi j'écris beaucoup. Depuis mon éveil, j'écris tous les jours. Je noircis des pages tous les jours. Je fais des petits dessins. Enfin bon, voilà. Parce que la particularité des enseignements que tu reçois, que ce soit en méditation ou pendant ton sommeil, c'est que ça ne reste pas dans le cerveau. Tout ce qui vient du mental a tendance à ruminer, donc ça restera et puis tu y repenseras dans 3 jours, tu te diras: «Bah oui, j'avais raison, évidemment, faut se méfier, faut pas faire ci, faut» voilà, tout ce qui vient du mental reste, vraiment ancré et alors que les enseignements, si tu les écris pas tout de suite, Hmm. ça s'échappe. Et puis les guides utilisent aussi des tournures de phrases. Alors, c'est peut-être parce que moi j'aime bien les belles tournures de phrases, les jolis mots un peu désuets, tu vois? Mais Hmm. ils emploient toujours des tournures, très jolies. Ça, c'est beau, c'est poétique, c'est toujours énormément de bienveillance. Quand, par exemple, un jour, je les ai vus s'asseoir en face de moi. On était dans un chalet, il y avait un feu de bois, ils sont venus s'installer en face de moi et me dire, «À partir de maintenant, ta vie s'écoule paisiblement. Continue à travailler et nous viendrons te chercher quand tu seras prête». Tu vois? Tu ressors de méditation avec ça, puis tu as les ailes, tu sur un nuage, tu te dis: «Waouh, c'est quand même Hmm. dingue» et puis oui, c'est vrai que ça fait à peine 1 an. Et il se passe tellement de choses, quoi. Ça Hmm. n'arrête pas, quoi. Je suis subjuguée. Quelle a été une des informations les plus impactantes qui t'ont partagées par rapport à toi, à la réalité dans laquelle nous vivons, à ce que c'est que l'expérience humaine ou à toi en particulier, que tu aimerais partager avec les gens qui nous regardent aujourd'hui? Ouais, alors ce jour-là, quand ils m'ont dit: «À partir de maintenant, ta vie s'écoule paisiblement», heu, ça sous-entendait: «Les épreuves sont derrière toi». C'est comme si j'avais, passé la ligne d'arrivée, et à partir de maintenant, tu es sous haute protection et il ne peut plus rien t'arriver de mal et ça m'a été répété plusieurs fois. Alors, est-ce qu'on a tous, la chance de recevoir ce genre de message ou est-ce que, on n'est pas en capacité d'en comprendre vraiment le sens et de l'écouter? Je saurais pas dire. Mais en tout cas, des signes comme ça, j'en ai reçu plein et puis j'ai l'impression que maintenant on travaille ensemble. Parfois je me réveille le matin, je reçois un enseignement, du type, comment ça commençait? «C'est vous qui donnez de la temporalité à l'énergie, demande et nous interviendrons». Et quand je me suis réveillée, je me suis dit: «Bah, oui, je le sais ça. Oui, oui, non, mais je te le redis parce que n'oublie pas que si tu ne demandes pas, nous n'interviendrons pas». Tu vois? Il y a plein de choses comme ça qui m'arrivent et qui me font dire: «OK, reste bien focus dans cet enseignement et essaye de bien en comprendre le sens pour cheminer, sans te prendre la tête, quoi». Mmh. Hem, Si, tu vois, s'ils sont là et qu'ils te disent: «OK, maintenant, we got you», une ouais. des questions que les gens pourraient se poser à la maison, c'est, bah, s'ils sont là, pourquoi est-ce qu'ils sont pas là depuis le début? Pourquoi est-ce qu'ils arrivent que maintenant? Est-ce que tu aurais Ah. pas, pu, avoir un petit coup de main tout le reste de ta vie? Ça aurait été quand même sympa. Quelle est Ouais. ta compréhension par rapport à ça? Et peut-être, est-ce que ça se relie à cette idée de libre arbitre, de tu dois Mmh. demander avant qu'ils donnent? Mmh. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette question de libre arbitre?
Bah, alors, ce que j'ai compris des enseignements qu'ils ont mis sur mon chemin, alors j'ai regardé par exemple toutes les vidéos de Christine André sur l'enseignement de cette période entre je quitte la matière et je reviens dans la matière. J'ai appris tellement de choses qui résonnaient déjà en moi, mais dont je comprenais pas bien le fonctionnement. Et si j'ai tout bien compris à ces enseignements et quelques autres d'ailleurs, c'est que à partir du moment où tu t'incarnes, c'est comme si tu jouais dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est à toi de passer les premiers niveaux. Si on te donne la réponse et la solution à la fin du jeu, c'est pas rigolo. C'est pas du jeu. Donc tu dois toi-même cheminer et apprendre de la vie, de l'incarnation, ce qu'elle a à t'apprendre. Tu te cognes, tu reçois des épreuves, des douleurs, des blessures. Tu vois comment tu peux gérer avec ça. Mais en fait, il y a toujours ton guide est toujours là. Il ne te lâche jamais. Enfin, ton guide personnel ne te lâche jamais. Seulement, ta capacité à l'entendre est variable en fonction de soit de ta sensibilité, soit de l'éveil de ton âme, du degré où tu en es de ton évolution. Et puis, bah, parfois, tu refuses de l'entendre. T'appelles ça l'intuition, puis tu te dis bon, l'intuition c'est bien gentil, mais ça fait pas tout. Et puis, on est tellement habitué à réfléchir, à se comparer, à être noté, et donc du coup, bah, toute ta vie elle s'écoule comme ça, jusqu'au moment où tu te dis bah non, ce fonctionnement-là il me correspond plus quoi. Je veux voir les choses autrement parce que ça répond pas à mes questions. Et peut-être que c'est à ce moment-là, moi ça s'est passé comme ça, il y a des gens qui ont un éveil bien plus, précoce que le que le mien. Moi j'ai fait de la résistance pendant Ouais, longtemps. un peu bordé. Voilà. Et donc à partir du moment où tu les acceptes, où tu te dis: «Bah, ouais, bien sûr que qu'on peut cheminer ensemble, bien sûr que j'ai compris que vous étiez là pour m'aider et pour non pas pour faire à ma place, mais pour poser des petits cailloux sur mon chemin. Tu vois? Tiens, si Mmh. tu vas par là, ça serait vas-y, tu vas voir, ça sera mieux». Bah, Ouais, maintenant je donc peux les peut-être qu'il y a aussi le côté, ils aident, mais c'est juste que si on n'est pas dans la capacité à écouter ce qu'ils font pour nous aider, bah, on va rester c'est sur notre ça, chemin, en fait. Donc ouais. il y a un côté libre arbitre dans le sens où, bah, l'aide, elle est tout le temps là, mais c'est à Mmh. nous de choisir si on va suivre cette petite voie ou ce petit Exactement. signe ou pas. Ou si on Voilà. continue notre chemin, tout droit Ouais, tracé. de bourrin quoi, de droit devant. Ouais. Tu as parlé plusieurs fois de réincarnation, c'est un sujet qui Oui. m'intrigue et qui m'intéresse et c'est Ouais. vrai que j'ai creusé pas mal de choses Ouais. et il y a et force est de constater qu'il y a suffisamment d'éléments qui, au moins, poussent à continuer à creuser le sujet. Notamment, Ouais. j'étais tombé sur une interview d'un petit jeune russe. Je sais pas si tu tombé sur cette vidéo, un petit jeune de 6 ans russe qui raconte qu'il a vécu sur une autre vie, et cetera. Et en fait, il y Ouais. a plein d'anecdotes comme ça d'enfants qui se rappellent d'autres incarnations. Ouais. Et puis il y a effectivement tout le travail de Dolores Cannon, et cetera, qui est une Mmh. hypnorégressiste qui donc voilà, il y a tout un tas de Mmh. choses. J'ai commencé à creuser, le sujet m'intrigue. Ouais. Je serais curieux d'en apprendre plus. Comment est-ce que toi, donc si je comprends bien, tu as eu un peu cette compréhension une bonne partie de ta vie. Mmh. À quel moment est-ce que ça s'est vraiment concrétisé pour toi? Tu vois, tu parlais de j'ai eu des vies passées avec, ma belle-fille, et cetera. Ouais. Comment est-ce que tu t'es rappelé de ces éléments-là? Et est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu Bien ce que tu as appris au passage? bien sûr. Alors, pendant mon enseignement, enfin en parallèle de mon enseignement, énergétique l'année dernière, j'ai fait une rencontre. Mes guides m'ont menée, je sais que c'est eux qui font tout ça, donc je le dis, volontiers, m'ont menée vers une rencontre. Alors je rentre pas dans les détails, mais en gros, une personne qui habite vraiment pas loin de chez moi, qui fait des enseignements chamaniques et qui avait un stage sur lequel il restait une place. J'ai dit: «Bingo, je viens». J'ai fait ce stage de 4 jours, donc on a fait énormément de voyages au tambour. Je me suis rendu compte que j'arrivais à voyager très facilement, que ça ouvrait des perceptions incroyables et puis ça m'a ouvert, un accès que j'ai certainement toujours eu, mais j'avais pas la clé, si tu veux. Je savais pas comment ouvrir cet accès, Mmh. aux vies antérieures. Et puis donc on a beaucoup, parlé du karmique, du transgénérationnel et puis pouf, à un moment, j'ai commencé à avoir des images qui n'appartenaient pas à ma vie actuelle et après ce stage, j'ai voulu continuer à creuser. Et c'était Heu, l'objectif du workshop ou pas? non, pas L'idée, c'était forcément, de non, faire non. un peu des voyages, d'ouvrir, les chakras, on va dire, les consciences et Voilà, c'est voir ça. un peu ce qui vient.
Ouais, c'était surtout, oui, de rencontrer ton animal allié de pouvoir, de poser des questions. Qu'est-ce que je dois apprendre? Quelles sont mes qualités? Enfin, tu vois? Et OK. pendant ce stage, on a travaillé, c'est juste anecdotique, mais c'est quand même incroyable. On a travaillé en binôme à un moment. Et donc, on devait canaliser quelque chose pendant le voyage pour notre binôme et vice versa. Mmh. Et à un moment, je vois une toute petite lumière comme ça au fond du chemin, très très vive, qui m'éblouit. Et j'entends une grosse voix qui me dit: «Je suis la source». Je me suis crue dans, tu vois, je suis la voix. Je me suis dit: «Non, c'est pas possible». Bon, je pose mes questions qui avaient déjà été déterminées au départ et je sens vraiment une puissance incroyable et à la fin des questions, je repose une autre question et tu vois l'autorité du grand patron, quoi, et il me dit: «Ces questions ont déjà été posées, heu, tout est dit». Et en sortant de ce voyage chamanique, c'était l'heure du déjeuner et je sentais qu'il y avait un truc qui était resté. Et là, j'ai mis du temps à me débarrasser de cette espèce d'énergie puissante qui m'empêchait de redescendre sur terre. C'était quelque chose de colossal. Donc bon, je sais que c'était pas pour moi, mais j'ai canalisé la source, un court Et instant. l'info avait parlé à la personne qui était en face de toi? Et bah, carrément. Ouais, ouais, c'était Mmh. c'était vraiment incroyable. Donc bref, tout ça pour revenir aux vies antérieures. Une fois revenu de ce stage de chamanisme, Heu, alors il y a un petit down quand même quand tu t'aperçois que l'émulsion du groupe fait que les énergies combinées, donnent des capacités un peu à tout le monde. Je voyais des fuites énergétiques, je voyais des mots s'afficher dans l'air devant moi, qui étaient en correspondance. Je te touche l'épaule, je vois un mot qui apparaît et je sais tout de suite vers quoi diriger le soin chamanique. C'était dingue. Et puis, Mmh. bah, tu rentres chez toi, tu as plus l'émulation du groupe et tes capacités, elles redescendent. Et donc il y a un petit coup de mou, il faut travailler, remonter et puis, voilà, s'entraîner, méditer tous les jours. Et à un moment, je lis dans un bouquin un exercice, un bouquin d'enseignement spirituel, un exercice qui dit: «Si tu te concentres sur une douleur que tu ne comprends pas, qui n'a pas été, soignée, guérie, qui réapparaît, tu veux comprendre ce que cette douleur veut te dire. Eh bien, tu vas faire ce chemin. Tu viens dans ton cerveau, donc tu te mets en état méditatif, tu descends à l'intérieur de ton corps comme si tu étais un petit personnage. Tu descends, tu passes l'escalier, tu arrives sur une espèce de plateforme, tu rentres dans la pièce qui donne sur cette douleur. Donc je rentre dans cette pièce, je vois vraiment les portes en bois, je rentre, j'aperçois mon guide qui est assis en tailleur, je m'assieds à côté de lui. Il y a une espèce de vitre comme ça arrondie qui correspond donc au côté droit de mon corps, hein, je suis dans mon corps. Je regarde par la vitre, je vois le soleil se lever, je pose ma question, je pose mon intention d'aller rechercher dans une vie antérieure qu'est-ce qui me provoque encore aujourd'hui cette douleur que je ne comprends pas. Je vois le voile qui s'efface. Je me retrouve en position d'accouchement. Je viens de ressentir une douleur atroce, un coup de pied, le bébé vient de me donner un coup de pied horrible. Il m'a brisé une côte. Costaud le L'accouchement, bébé. ouais, l'accouchement est provoqué, le bébé arrive et je sais instantanément, parce que je ressens les émotions de cette maman, je sais instantanément que je ne l'aimerai jamais cet enfant. C'est d'une violence inouïe. Voilà, je viens de donner naissance à un enfant, je jure que je ne l'aimerai jamais. Et ma conscience se mêle un petit peu à la méditation et je pleure et ça prend tout de suite une résonance avec ma propre naissance qui n'a pas été désirée, ma mère qui ne m'a pas voulu, bref. Et je vais tout de suite, avec ma conscience de Anne d'aujourd'hui, prendre ce bébé dans mes bras et lui dire: «Je te demande pardon, je voulais pas». Bon, j'essaye d'imprimer une sorte de pardon dans ce bébé. Et sortie de cette émotion, je demande à mon guide: «Qu'est devenu cet enfant?» Et mon guide me répond: «Tu veux vraiment savoir ce qu'est devenu le petit Guillotin?» Et là, je me dis: «Alors attends, le temps que je comprenne». Bon, donc je remonte l'escalier, blablabla, je sors de méditation et là, je me dis: «Oh attends», alors j'écris et je me dis: «C'est passé un truc dingue, Guillotin, Guillotin, tout le monde connaît Guillotin. Je serai donc la mère de cet enfant».
Je vais voir dans Wikipédia. C'est le truc Et pratique à ce quand on moment-là, te est-ce que donne. tu avais, tu vois, j'essaye toujours de mettre à Ouais, la place des gens dans l'audience. Et là, le ouais, premier réflexe qui me vient, c'est est-ce que tu avais du contexte par rapport, est-ce que tu avais lu un livre ou regardé un documentaire qui aurait pu un peu charger le bagage mmh, subconscient mmh, avant de rentrer rien. dans cette expérience qui aurait pu influencer peut-être Ouais, ce qui s'est passé pendant la ah, méditation? ouais, non, rien du tout, Ou est-ce que c'était rien. vraiment sorti de nulle part, t'as ce nom qui Je ressort? J'en étais, au même, stade que tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde connaît Guillotin et tout le monde croit que c'est l'inventeur de la guillotine, ce qui est faux. Mais à ce moment-là, pour moi, je reste dans le schéma, c'est l'inventeur de la guillotine. Donc je vais voir la fiche Wikipédia de Guillotin et je vois que c'est le 9e des 13 enfants de Joseph Alexandre Guillotin et de Catherine Agathe Martin, épouse Guillotin, et j'ai des dates de naissance. Et à partir de ce moment-là, c'est pas que je vais abandonner, pas du tout, mon chemin spirituel, mais je crée une Tu prends troisième parallèle. une side quest. Oui, Tu vas voilà. faire Donc il y a d'exploration. voilà, et donc je pars en quête d'informations sur cette famille Guillotin, et donc je recrée toute la chronologie et j'essaie de comprendre cette femme puisque j'ai été cette femme. Donc déjà, ça vient en résonance avec mon rapport à la maternité, mon rapport à est-ce que je veux vraiment avoir un deuxième enfant? Est-ce que la naissance de ma petite fille est une bonne nouvelle? Tous ces trucs qui me parasitaient et dont je comprenais pas le sens commencent à prendre place. Et puis, en parallèle, je continue d'explorer d'autres vies antérieures. Je trouve d'autres réponses en résonance avec le rapport compliqué que j'ai avec ma sœur, celle avec qui j'étais à l'hôpital. Voilà. Bon, il y a tout un tas de choses comme ça qui viennent se mettre en place et qui trouvent une logique, une cohérence qui confirme ce que dit Christine André dans ses enseignements, c'est-à-dire que à partir du moment où tu te désincarnes, où tu fais le bilan de ta vie qui vient de se terminer avec ton guide et où tu dis bah tiens ça je devais venir le travailler puis ça s'est pas super bien passé, j'ai un petit peu merdouillé, donc je pense qu'on va le refaire. Tu as ta montée vibratoire, tu rentres à la maison, blablabla, et puis un jour tu décides de redescendre, tu retrouves un guide et tu retravailles sur le scénario de la prochaine existence. Et là, je comprends ce cheminement parce qu'effectivement, d'une incarnation à l'autre, je comprends la logique. Tu vois? Et ça me permet de mettre vraiment à distance tout ce qu'on appelle, les blessures d'âme, les blessures de l'enfance, tout ce qu'on essaye d'expliquer par, la généalogie, les constellations familiales, tout un tas d'outils qui sont formidables, hein, qui voilà et qui te permettent d'aller comprendre, d'aller creuser pourquoi j'ai de la colère, pourquoi j'ai ceci, pourquoi heu et ben, moi, ma clé de compréhension, ça a été ça, ça a été les vies antérieures. Hem Et puis je me rends compte aussi que, heu je te parlais tout à l'heure de jeux vidéo. Effectivement, dans ma connaissance de la spiritualité et de ces mondes, invisibles, j'avais passé 2-3 niveaux, jusqu'à l'adolescence et puis après, bah, ce jeu, il m'intéressait plus, j'ai laissé de côté pour construire ma vie et puis depuis mon ouverture, bah, hop, j'ai repris les manettes. Je me suis dit: «Bah, tiens, il y a plein de choses à découvrir» et donc je me suis crue arriver au dernier niveau du jeu et je me suis dit: «Waouh, tu es en train de découvrir quelque chose de fabuleux, d'immense». Et en fait, dès que tu passes le dernier niveau du jeu, tu t'aperçois que ça ouvre un horizon, mais colossal, sur des niveaux qui sont innombrables et tu te dis: «Bah, OK, je vais continuer à jouer parce que Ça aide à rester humble. On te bah, dit, ouais, quand tu penses c'est être le ça. roi du monde, bah, en fait, Ouais, non. ah, Tu es non, non, encore qu'un non, petit bébé, il y a plein de choses à oui, apprendre. Ce qui c'est est ça. chouette aussi, parce que je me dis, si on avait appris tout, Ouais, c'est comme un jeu vidéo, quand on a ouais, coché toutes les cases, réussi toutes les missions, ouais, on est en mode, bon, bah, ouais. qu'est-ce qu'on fait? Et Bah, on ouais, tourne un qu'est-ce peu que je en fais rond. maintenant? Faut trouver un autre jeu. Hmm. C'est pas rigolo, ouais. Qu'est-ce que tu pensais avoir compris avant, où tu comprenais la spiritualité plutôt sur un plan intellectuel, qui a changé une fois que tu as commencé à vivre ta spiritualité? Quelle a été une croyance que tu avais ou un Ouais, système de croyance qui a été complètement déconstruit une fois que tu es ouais. passé à l'expérience? Mmh. Disons qu'avant, j'étais encore, quand même assez engluée, même si je l'ai rejeté très tôt, engluée dans ma culture judéo-chrétienne. On nous a appris,
on nous a appris des tas de choses qui ne sont pas la vérité. Moi, le seul truc que je retiens de mon éducation religieuse, le catéchisme et tous ces trucs-là, c'est des choses que la plupart des gens qui sont encore dans la religion ont totalement oubliées. Tu ne tueras point. Aide-toi, le ciel t'aidera. Tu vois, des préceptes comme ça qui sont d'une grande sagesse, mais que la plupart des religieux ne mettent pas en application. Et ce qui me freinait beaucoup dans ma compréhension des dogmes, c'est que on te culpabilise beaucoup. On te dit que tu n'es qu'une petite, une infime partie d'un univers qui est bien plus grand que toi, ce qui est vrai, mais on te rabaisse au rang de celui qui fait le mal, qui porte le mal et qui doit trouver la rédemption. Enfin, c'est lourdingue, quoi. Et la spiritualité, c'est pas ça du tout. C'est la tolérance, l'ouverture aux autres. C'est nous sommes tous une partie de la source. Nous devons tous être. Alors, c'est pas facile, hein. Et même encore maintenant, tu vois, il y a 2 jours, on me remet encore sur mon chemin on me met des tests un petit peu tous les jours. Il y a 2 jours, on m'a testé sur l'orgueil, par exemple. On m'a contacté, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais tout de suite, dès que ce contact a commencé à me titiller, puis je me suis dit, mais enfin, elle sait pas qui je suis. J'ai fait un pas de côté et j'ai regardé ça sous un autre angle et je me suis dit, ah tiens, on vient chatouiller mon orgueil. Ça veut dire que je l'ai pas encore résolu ce truc-là, qu'il me reste encore, et c'est normal, il nous reste plein de boulot. Sinon, ça serait pas rigolo. Et donc je le regarde différemment et je le traite différemment. Et je rentre pas dans l'art de la personne qui me contacte en sachant pas qui je suis. Bon, c'était côté couture, hein, donc j'ai une petite notoriété locale à ce niveau-là, et j'aurais pu me vexer, j'aurais pu me dire, mais enfin, bon. Eh ben non, tu vois, tu fais un pas de côté, tu regardes les choses autrement. Et régulièrement, on teste ma patience, des choses, voilà, qui sont encore à travailler. J'aimerais bien qu'on se penche peut-être un peu plus sur, l'aspect plus soin énergétique. C'est quelque chose que je Ouais, couvre relativement peu sur la chaîne parce que je le ouais, comprends très peu et du coup, je ouais, sais pas trop comment adresser le sujet, mais ouais, ça m'intrigue. Comment est-ce que toi, tu vis ça aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, ouais. pour peut-être, réduire un petit peu le champ de possibilités de réponse? Comment est-ce que ça marche, en gros? Est-ce que, OK, qu'est-ce qui fait que les soins énergétiques fonctionnent? ouais. Alors, il y a plein de gens qui ont expliqué ça dans tous les sens. On est tous énergie, on est tous porteurs d'une énergie, d'un champ électromagnétique. On a tous la capacité de transmettre et de recevoir de l'énergie. On a des chakras, des corps énergétiques, une aura. Heu, alors ces choses-là, on les voit pas, donc la plupart des gens n'y croient pas. Mais tu crois à l'amour, pourtant tu le vois pas physiquement. Tu crois au Wi-Fi, mais tu ne le vois pas. Et partant de ce principe, eh bien, à partir du moment où tu arrives à descendre, à baisser le mental, à te connecter aux énergies subtiles, et à te connecter aux énergies de la personne, tu peux soigner à distance n'importe qui. Alors quand je dis soigner, c'est avec précaution, hein. Intervenir dans les énergies d'une personne ou d'un animal, moi je soigne aussi beaucoup d'animaux, hem, sans avoir à poser tes mains, tu vois? Et en fait, il faut savoir que le corps énergétique, qui est la première pellicule en dehors du corps physique, est la copie conforme du corps physique. Ce qui veut dire que, bah, techniquement, si tu te connectes aux énergies de la personne par sa photo, son nom, son prénom, sa date de naissance, que tu as un schéma de soins devant toi, tu demandes à ces énergies de se poser sur ton schéma de soins pendant toute la durée du soin pour qu'on puisse intervenir selon ses besoins. Et après, tu apprends des protocoles, des passes, voilà, après c'est de la technique, hein, et tu apprends à faire circuler les énergies, à relancer, le fonctionnement d'un chakra, à équilibrer les chakras entre eux, à densifier une aura, à faire tout un tas de choses comme ça, et tu apprends aussi à faire des soins spécifiques sur une douleur, sur un blocage, et alors, ce qui est fantastique, c'est que j'ai commencé donc à apprendre l'année dernière.
Le bouquin donc que j'ai acheté m'a donné envie d'aller sur la formation online parce qu'il y a un groupe, il y a des échanges, etc. Donc on pratique beaucoup tous les mois ensemble en visio pour s'entraîner et pour faire des exercices pratiques. Et donc du coup, bah c'est fantastique d'apprendre plein de choses comme ça avec des gens qui sont sur le même parcours que toi. Euh, je sais plus où je voulais en venir. Apprendre avec des gens et je suis d'accord, Ouais, surtout que ça peut être, un chemin et un parcours qui peut être très, individuel. Enfin ouais, individuel ouais, et solitaire aussi parce ouais, qu'on reste dans une société où la majorité des gens sont un peu déconnectés de tous ces ouais, sujets-là c'est et je ça. crois que ça va parler à pas mal de gens qui nous regardent, quand on commence à s'intéresser et qu'on ouvre un peu le capot, on se peut vite se Ouais, sentir un peu seul ouais, et c'est ouais, aussi ce que j'essaye de créer avec ces vidéos, c'est créer un sens de communauté, de gens qui sont intéressés par les mêmes choses, qui sont curieux par les mêmes choses et qui sont, ouais, volontaires d'apprendre en même temps. Donc ouais. je te rejoins complètement sur l'importance de retrouver des petits groupes de gens Bah oui, passionnés et intéressés par les mêmes choses pour pouvoir ouais, s'entraider pour pouvoir et mieux échanger, ouais. comprendre. Et puis ouais, c'est ça, échanger sur ses pratiques et puis se rassurer surtout parce que les capacités, elles évoluent avec le temps. Moi, il y a pas très longtemps, j'ai reçu une nouvelle capacité qui était complètement endormie jusque-là ou que je n'avais pas exploitée. C'est-à-dire que maintenant, quand je me connecte aux énergies d'un consultant ou même d'un animal, euh, je demande le diagnostic. Mes guides me transmettent une guidance. Alors c'est pas toujours un diagnostic. Parfois, c'est des recommandations qui me sont faites pour rester bien dans mes protocoles et ne pas déborder. Et voilà. Mais la plupart du temps, c'est une forme de guidance. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, euh, j'ai soigné une sciatique il n'y a pas très longtemps. Dès que je me suis connectée aux énergies de cette personne, j'ai pas vu la sciatique, j'ai vu une scoliose. J'ai vu une colonne vertébrale comme ça. Bon, je demande le scan à mes guides et les guides me disent la scoliose l'a paralysée pendant l'enfance. Il en résulte encore aujourd'hui un sentiment d'insécurité. Ce sentiment n'est qu'un leurre. Il faut qu'elle apprenne à nouveau à voir la beauté en elle, la beauté d'une fleur, la beauté de la nature, et qu'elle lâche prise sur ses peurs et ses angoisses. Wouah, tu commences un soin par ça, wow, tu te dis bon, ok. Donc bah tu notes, ensuite tu fais ton soin, tu déroules ton protocole comme il se doit, tu fais ce que tu as à faire. Et pendant ce soin, à un moment, j'ai visualisé, j'ai demandé à réaligner correctement ses vertèbres et j'ai vu 3 petits points bleus qui scintillaient et d'un seul coup, fou, ils sont partis vers la gauche. Je n'ai aucune idée de ce que ça représente. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai demandé, il s'est passé quelque chose. 2 jours après, plus de sciatique, plus rien, plus voilà. La joie de vivre est revenue, enfin. Et ça, Et quelle est c'est ta tout le temps. compréhension de comment, impacter le monde énergétique, le monde subtil peut impacter le monde physique? Tu vois, typiquement la sciatique, c'est un Ouais, exemple qui me parle pas mal parce que mon grand-père a ouais, aussi une sciatique, énormément de ouais. douleurs dans le bas du dos, et c'est vrai qu'on imagine le truc, les 2 vertèbres collées, Mmh, très dans la matière. Comment mmh, est-ce que, une visualisation à distance peut voilà, pour la plupart des gens, je pense qu'on se dit: «Bah, la voiture, elle est ouais, cassée, le moteur, il est cassé, on doit aller chez ouais, le mécano va un peu te taper dessus, va un peu ouais, chipoter» et puis éventuellement donc une ouais. vision très classique et traditionnelle de la médecine. Qu'est-ce que toi, Mmh. tu comprends qui change ta manière de comprendre comment est-ce qu'on peut impacter le physique et la matière? Bah, en fait, alors, il y a des tas de gens bien plus érudits que moi et bien plus expérimentés que moi qui disent que, la pensée est créatrice et ils ont raison, que, lorsque tu émets une intention et que tu visualises l'action de ton esprit sur la matière, eh ben, il se trouve que ça fonctionne. J'ai pas toutes les clés de compréhension, mais ce que je peux te dire, par analogie à ce que tu évoquais sur les voitures, l'hiver dernier, ma voiture commençait à faire un horrible bruit au démarrage et je ne pouvais pas faire la réparation à ce moment-là, fallait que j'attende, j'avais mon contrôle technique, enfin bref. Mmh. Tout l'hiver, j'ai magnétisé ma voiture. Disons que j'ai envoyé tous les matins une intention. Je visualisais, tu sais, un flux énergétique qui allait réchauffer les bougies, allumer le Mmh. démarreur, enfin, et je tournais la clé et vroom. Et ça a duré tout l'hiver. Jusqu'à ce que j'aille faire la révision.
et elle m'a pas fait de caprice. Et donc je sais pas tout expliquer. Je constate que ça fonctionne, que la pensée est créatrice, et que à partir du moment où tu es dans la bienveillance, où tu fais ce que tu fais pour aider les gens, les aider à aller mieux, sans en tirer d'orgueil, tu vois, c'est pas pour mon ego personnel que je fais ça, c'est vraiment avec. Alors tu vas peut-être voir des petites oreilles de chat parce qu'il est venu se coucher là. Pas de souci. euh, voilà, à partir du moment où ton cœur est pur quand tu fais ces choses-là et où tu te relis à l'invisible et où tu demandes et où tu mets en place des protocoles et où bon, eh ben ça fonctionne. Alors effectivement, faut se protéger, on est dans le bas astral, donc il faut éviter les énergies noires qui traînent un peu partout. Mais dès lors que tu respectes à la lettre tous tes protocoles et de protection et de soins, ça fonctionne. Bah, écoute, ça m'intrigue et je crois que comme tu dis, bah, c'est le genre de choses où, bah, il faut en faire l'expérience pour, se Ouais. forger sa propre opinion. Donc j'invite les gens qui sont curieux et qui sont peut-être en train d'hésiter et se disent: «Ah, bah, peut-être que j'aimerais bien tester et voir ce que ça donne». On n'a pas grand-chose à perdre à essayer de voir. Surtout quand Exactement. on a déjà testé tout un tas d'autres alternatives qui marchent pas, bah, je Ouais, me dis: «Bah, tu rien à perdre à c'est ça. essayer». En tout cas, ce que je comprends de ta réponse, c'est que ça touche peut-être à une question un peu plus large sur qu'est-ce que la conscience et qu'est-ce que la matière et comment est-ce que la conscience interagit avec la matière. Et Mmh. c'est effectivement un des sujets qui m'intéresse et qui m'intrigue en ce moment. Donc, donc voilà, hyper intéressant et c'est quelque chose que je continuerai à creuser sur les prochains épisodes. OK. Écoute, Anne, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Merci J'ai à 3 toi. petites questions que je pose à tous mes Ouais. invités sur la fin d'un épisode. La première, c'est qu'est-ce que signifie vivre une vie épanouie pour toi? Alors, bah, maintenant, je peux dire qu'une vie épanouie, c'est ce que je vis en ce moment. C'est-à-dire, être débarrassé de la colère, des sentiments qui te gardent les chaussures de plomb, posées par terre, tu vois? Heu, être vraiment dans l'unité et dans Mmh. ouais Par et rapport à la dans colère, qu'est-ce que toi ouais, tu as compris pour te détacher de cette colère? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont ouais, dans une certaine colère, ouais. dans certains Mmh, jugements et cetera, mais qui sont un peu dans la posture de: «C'est l'autre qui crée la raison pour laquelle j'ai cette colère que je ressens en moi». mmh. Bah, l'autre, il Qu'est-ce provoque qui a changé surtout en toi pour que ouais. justement tu arrives à dissoudre un peu cette colère que tu ressentais à l'intérieur de toi? Je pense que c'est cette façon de changer d'angle de vue. C'est-à-dire que, tu fais un pas de côté et tu te dis: «Mais finalement, cette colère que l'autre provoque en moi, elle vient travailler chez moi quelque chose que je n'ai pas encore résolu». Et faut que je garde vraiment en tête que je me suis incarnée, j'ai choisi de m'incarner dans cette vie-là, avec ces épreuves-là, pour rencontrer la colère, pour essayer de la placer à distance et pour arriver à grandir et à me sortir de cette colère. Et à partir du moment où tu prends la décision, c'est vraiment, faut camper sur ses positions, quoi. Tu prends la décision de ne plus être en colère et de ne plus être dans le jugement. L'autre est comme toi. Fait partie de la source comme toi. Nous sommes 2 étincelles de la source. Donc pourquoi je le jugerais? Au contraire, j'ai un respect immense pour les gens, qui ont choisi de s'incarner dans des existences tellement difficiles. Tu vois? Avec des épreuves tellement plus terribles que la mienne. Heu et voilà, c'est un choix. Après, c'est effectivement, c'est pas facile de l'incarner tous les jours. C'est-à-dire que ce qu'on se dit là, devant un ordinateur, je sors de chez moi, je vois des gens, qui font des incivilités, qui me klaxonnent ou qui m'insultent. Je vais avoir un petit peu de mal à dire, «Je t'aime, tu es mon autre», machin. Ça va me faire un petit peu, ça va grincer. Mais Mmh. le fait est que si, en sortant de chez moi, on me présente une épreuve comme celle-là, c'est une façon pour mes guides de dire: «Alors tout ce que tu viens de dire là, c'est vachement joli, hein, c'est très, très beau, les petits oiseaux, mais vas-y, sors de chez toi, puis on va voir si tu l'incarnes réellement». Mmh. Et ben, tous les jours, c'est ça. Quand je m'énerve au volant, maintenant ça y est, j'ai réussi à calmer un peu ce truc-là, mais quand je m'énerve au C'est ça. volant, que je traite la terre entière de Mmh. tous les noms d'oiseaux, je finis par me et puis des fois mon guide m'affiche à l'écran sur mon tableau de bord un message.
contrôler, mais il dit pas la suite. Il dit pas contrôler les freins, contrôler machin. Il dit contrôler et il s'éteint. Et là, je comprends instantanément que faut que je me contrôle. Mmh. Tu vois, ça C'est arrive vrai que aussi c'est des ce que je fois. me suis dit quand tu parlais de ton père au début d'épisode Ouais, et c'est quelque chose que je retrouve parfois dans les commentaires et parfois dans les gens autour de moi et dans cette communauté où ouais. on peut être très spirituel intellectuellement, mais Mmh, relativement peu dans son vécu. Et ouais. je trouve le contraste intéressant. Et Mmh. souvent, c'est probablement des gens qui s'en rendent absolument pas compte qu'il y a un certain écart entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent et ce qu'ils vivent au quotidien. C'est Et ça. probablement que moi aussi, on n'est pas tous parfaits, c'est un long chemin, Oui, puis c'est mais c'est ça, on vrai que c'est chemine, intriguant. Et exactement. j'invite tous les Ouais. gens peut-être qui sont chez eux à se dire, à être honnête, c'est parfois un peu compliqué parce que Ouais. c'est du coup remettre la responsabilité sur soi. Et je sais que Mmh. nous, en tant qu'être humain, on n'aime pas trop faire On ça. n'aime pas. Mais faire ce petit exercice sur, OK, aujourd'hui, hier, sur la semaine dernière, est-ce qu'il y a des Mmh. moments où j'aurais peut-être pu être plus en alignement Mmh. avec toutes les idéaux et tout ce en quoi je crois. Mmh. OK, bah, écoute, super, merci Anne pour cette réponse. 2e question que j'ai pour toi, c'est si tu avais un conseil à donner à la Anne de 20 ans, lequel serait-il? Alors la Anne de 20 ans, elle était encore, bien embourbée dans ses douleurs, donc c'était compliqué pour elle. Ce que je lui dirais, c'est: «Accroche-toi, il y en a encore quelques-unes à venir, des épreuves, mais tu es capable de les traverser et un jour, une petite fille te sautera dans les bras en disant: "Mamina, je t'aime"». Et alors ça c'est le kiff ultime, tu vois? Voilà. Donc si ça peut la rassurer, cette jeune Anne de 20 ans et lui permettre de continuer à avancer, Mmh. ça serait ça. Super. Bah, Mmh. écoute, Anne, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Tu avais un Merci à toi. profil un peu différent et j'ai vraiment ça m'a intéressé, c'est pour ça que j'ai aussi accepté. Ouais, Tu es un peu plus loin enfin, c'est ça que j'adore avec cette chaîne, c'est que j'interviewe des gens qui sont un peu partout dans leur, cheminement d'éveil et de absolument. compréhension. Et c'est Ouais. intéressant aussi de voir qu'il y a des gens qui sont un peu moins loin, mais avec des compréhensions un peu différentes, mais Mmh. heu, tout aussi intéressantes et intrigantes. Oui, Donc, puis c'est vrai merci qu'on Anne pour voit tout ce on que tu voit partages. beaucoup de merci à toi, je Mmh. t'en prie. On voit beaucoup d'experts sur les chaînes, des gens qui sont dans la spiritualité depuis très, très, très longtemps et on n'arrête pas de nous dire qu'en ce moment, il y a énormément de gens qui s'éveillent. Sauf que, les gens qui s'éveillent, ces temps-ci, ils sont un peu comme moi, ils sont dans la même situation et parfois ils savent pas quoi en faire et parfois ils vivent un peu le vide intersidéral et ils se disent: «Mais qui peut m'aider à cheminer et à comprendre?» Et Mmh. donc je pense que le fait que tu me donnes la parole, dans un contexte, un peu différent, ça peut peut-être aider ces gens-là aussi. Ouais. Ce que je me dis, ça peut peut-être parler à des gens qui Mmh. sont dans le même processus et qui ont peur de perdre pied. Écoute, Anne, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé tout ce que tu as partagé. Je suis Rémi, vous regardez Point Zéro et je vous retrouve au prochain épisode. Ciao. Merci de faire partie de l'aventure. Et si tu sens que quelque chose bouge en toi en ce moment, j'ai créé le diagnostic Point Zéro. C'est gratuit, ça prend 3 minutes et tu reçois une lecture personnalisée sur où tu en es, ce qui te freine et ta prochaine étape. Le lien est en description.